Élégie en rouge est une œuvre atypique, anticonformiste, inhabituelle, originale et singulière. C'est un titre, vous allez le voir, très expérimental, aux antipodes de la vision que le grand public peut avoir de la BD japonaise. Alors, servez-vous une grenadine, préparez-vous un bol de fraises et assurez-vous qu'il n'y a pas de taureau dans les parages, parce qu'aujourd'hui, on va voir rouge. Élégie en rouge est un gekiga écrit par Seiichi Hayashi au début des années 70. Les planches qui y sont réunies ont été à l'origine publiées dans le magazine Garo. Ce dernier est célèbre pour avoir donné un moyen d'expression à de nombreux auteurs alternatifs qui voulaient alors s'émanciper du manga en tant que pur divertissement. Chez nous, le livre est paru aux éditions Cornelius en 2010 et se présente sous la forme d'un grand et unique volume comptant environ 240 pages. Ici, on va suivre de manière très décousue, cryptique, métaphorique ou encore allégorique la vie de bohème d'un jeune couple qui peine à joindre les deux bouts. Ichiro et Sachiko, nos deux amants, espèrent et attendent quelque chose de meilleur que ce que la vie traditionnelle semble vouloir leur imposer entre obligations familiales et dure réalité du travail. Comme un rêve éveillé et une résistance pacifique, ils passent leur temps à boire, à fumer, à s'aimer et à dormir. Alors qu'Ichiro, le jeune homme, tente de vivre de ses bandes dessinées, les parents de Sachiko sont impatients d'arranger son mariage, ne lui demandant pas vraiment son avis. Les personnages sont ainsi angoissés, torturés, jeunes et sûrs de rien. On constate effectivement qu'ils n'ont pas encore les deux pieds dans l'âge adulte. Ils pleurent, ils dessinent, ils se chamaillent, ils piquent des crises de colère. Ils agissent parfois comme des enfants, mais doivent faire face aux conséquences en tant qu'adultes. Lui veut écrire des BD et pouvoir en vivre. Elle est focalisée sur cette romance passionnée, mais elle doute qu'il en soit de même pour son partenaire. Il peut se montrer détaché, distant, colérique et égocentrique. Elle est perdue et évite les conflits. Les notions d'équilibre et de dualité sont très présentes. La pression familiale, opposée à la vie de couple en union libre, la passion créatrice face à un travail qui n'est pas tout à fait à la hauteur, ou encore l'intérêt pour cette romance qui va et vient. Il y a d'ailleurs ici un parfum de Watakushi manga, ou manga du mois, cher à Yoshi Harutsuge, et on devine que l'auteur y a potentiellement injecté beaucoup de sa vie personnelle. Dans leur relation amoureuse, tout comme dans leur relation aux autres, nos deux amants ont bien du mal à dire les choses clairement. Ce manque de communication est d'ailleurs incarné par le dessin, riche en allégories et symbolismes, ainsi que par la parcimonie du verbe, et même par des bulles de texte laissées volontairement vides. Ils se disent parfois des choses qu'ils ne pensent pas, ils se font du mal par maladresse ou par mutisme, échangeant bon gré mal gré davantage avec leur corps qu'avec leurs mots. Cette communication extravagante et chaotique est tellement omniprésente que le lecteur doit scruter quasiment chaque case pour combler des lacunes narratives, des non-dits. Ici, il ne faut surtout pas s'attendre à lire une histoire fluide, limpide et que l'on pourrait parcourir en diagonale. Le sens, qui n'est pas toujours accessible ou évident, car il est souvent très ancré dans la culture nippone d'alors, est étroitement lié aux nombreuses représentations de l'imaginaire, des angoisses ou des espoirs des personnages. L'auteur met en scène la jeunesse rebelle des années 70, sa frustration, sa sexualité, sa volonté de changement, mais aussi sa peur. Les tumultes socio-politiques que vivait le Japon d'alors sont partout en toile de fond, avec par exemple des représentations de James Dean, le rebelle sans cause, ou Nixon, figure emblématique des États-Unis, dans un Japon où se faisait alors sentir un certain anti-américanisme. Telles des coupures pub, ces apparitions, ces invités surréalistes et extra-diégétiques sont autant de références et d'incarnations de ce Japon du début des années 70 qui offre des informations, des clés de compréhension quant au comportement de nos deux héros. Le synopsis est donc finalement on ne peut plus simple, avec une histoire d'amour fusionnelle mais probablement vouée à l'échec car trop empreinte de jeunesse, mais c'est dans son exécution visuelle, son développement fragmenté, que réside en majeure partie l'intérêt du livre. En parcourant les pages, on assiste à des changements brusques de style de dessin et de découpage, des juxtapositions souvent énigmatiques et mystérieuses,
établissant ici une ambiance, là des digressions, comme pour commenter la société d'alors. L'auteur s'affranchit des conventions traditionnelles du manga et raconte une toute petite histoire entre surréel et poétique. L'approche graphique est souvent minimaliste, avec notamment une mise en scène qui rappelle le photomontage ou le collage. C'est surréaliste, c'est abstrait, c'est onirique et c'est difficile à suivre, à l'image des deux personnages qui ont bien du mal à vivre leur propre histoire et à faire des choix définitifs et décidés pour laisser derrière eux leur liberté juvénile. Et c'est peut-être là le vrai tour de force de l'œuvre. Comment montrer, illustrer et incarner le chaos passionnel et souvent charnel de vieux ados tout en s'affranchissant du logos, en proposant une mise en scène non linéaire, parcellaire et fractionnée. C'est donc d'une évidence limpide. Nous avons ici une œuvre expérimentale au dernier degré, quelque chose qui n'a pas été conçu et pensé pour se vendre par camions entiers et pour aller défier sur leur terrain les mangas populaires des années 70. Autrement dit, pour les gens qui sont allergiques aux œuvres dites commerciales, ne cherchez pas plus loin. On a ici une BD qui tient plus de la juxtaposition d'idées que d'un récit dans le sens traditionnel ou attendu du terme. Le livre exige beaucoup d'attention et de curiosité de la part du lecteur, le forçant à s'arrêter, à observer, à identifier et à décrypter les allégories et les sous-entendus. On y trouve un esthétisme unique, tout personnel, plein de fougue, de tentatives, de liberté et d'idées. Cette avalanche d'idées graphiques, cet enchevêtrement de propositions visuelles, ce caméléon kaléidoscopique représente peut-être finalement le tumulte, le bouillonnement d'un amour post-adolescent sincère, mais qui ne fera pas de prisonnier. En quelques mots, l'œuvre couche sur le papier l'angoisse, les questionnements et les doutes d'une jeunesse prise entre tradition et modernité, évoluant dans une société en pleine mutation. Et curieusement, même si l'œuvre est constellée de références qui pourront facilement échapper au lecteur occidental d'aujourd'hui, elle n'en conserve pas moins un caractère universel au travers de cette histoire d'amour qui, 50 ans plus tard, peut toujours nous parler, devenant ainsi intemporelle et transfrontalière. Tous les lecteurs qui ont été un jour sincèrement amoureux, toutes celles et ceux qui ont connu l'emprise et la folie, parfois destructrice, qui s'emparent de nous quand on aime sans retenue, pourront se retrouver dans ces personnages d'un autre temps, d'un autre lieu et d'une autre culture. Ce moment de la vie où on est encore suffisamment jeune, candide, voire idéaliste, pour s'autoriser à croire que vivre d'amour et d'eau fraîche est une possibilité. Et sans vouloir faire mon philosophe du dimanche ou mon lecteur BA, je dirais que je suis impressionné par cette capacité qu'a l'art de transmettre des idées et de faire ressentir des choses, même quand on a affaire à une œuvre aussi expérimentale, cryptique et hermétique. Je vous remercie beaucoup de votre attention, j'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous dis à bientôt pour une future vidéo sur Au Rayon Manga. Et n'oubliez pas, restez curieux. Bye bye tout le monde. Shot you down.